Donc, je vais essayer de conclure. Et merci beaucoup à MRM pour cette invitation aussi. Et donc, vous parlez de ce projet qui est un projet maintenant dû au Covid. Il y a plein d'autres choses qui a pris un peu de retard, mais tant mieux, on va pouvoir faire plus de choses. Donc, ça concerne essentiellement la dévalaison. Ça concerne d'ailleurs que la dévalaison de l'anguille et du saumon sur la Meuse belge. Donc, qui est équipée, on va voir par la suite, de gros ouvrages. Donc, on va passer vraiment sur des très gros ouvrages. Pas comparable du Rhône, mais ouais, du même genre. C'est un projet LIFE, donc dans le cadre de la commission LIFE européenne, qui est piloté donc par Luminus, avec comme partenaire Profiche qui a beaucoup œuvré, et qui est présent. Il y a beaucoup de monde de la salle de Profiche qui a pas mal œuvré sur le terrain. L'Université de Liège, l'Université de Namur, et puis la R&D d'EDF. Et le muséum, on verra par la suite, qui a quand même intervenu pas mal, ce qu'a présenté Niels juste auparavant. Donc l'objectif de ce projet LIFE, comme je le disais, c'est trait de la continuité écologique. Alors on devait assurer un succès de la migration d'avalaison sur la basse Meuse belge. Donc on avait, alors c'est des objectifs, après on verra, mais supérieur à 80% sur l'ensemble des 100 km qu'on va traiter et 90% pour le smolt. Tout en garantissant une production énergétique viable, en tout cas acceptable pour l'hydroélectricien. Et pour ça, on devait donc tester différents dispositifs et mesures pour permettre de réduire l'impact dû à l'hydroélectricité. Mais l'idée, qui était, alors je ne suis pas très originale, mais en tout cas qui était intéressante et qui commence à prendre forme aussi chez nous, c'est prendre en compte les procédés écologiques, là en l'occurrence la dévalaison, dans la production hydroélectrique. C'est-à-dire le poisson devient quasiment une variable influençant les décisions de production. C'est-à-dire se dire qu'autant que je dois tenir un débit réservé et une cote, est-ce qu'on va intégrer aussi le fait de se dire j'ai des périodes de dévalaison avec des poissons qui vont dévaler, et j'ai donc des règles à respecter. Un peu le principe du modèle de Niels, c'est des règles à respecter qui peuvent être soit de l'arrêt de turbinage, soit des modifications de dispositifs. Donc voilà, le site de la Meuse belge, alors 83 100 km de suivi, 65 usines, une centrale nucléaire, je ne reviendrai pas trop dessus, on a des usines qui sont suréquipées par rapport aux modules, avec des connaissances sur la zone. Alors on a une zone qui est très très anthropisée, vous voyez, on a quand même, on n'a pas grand chose de naturel, c'est du béton partout. Donc on avait peu de connaissances sur la population, mis à part pour les smolts, qui étaient plutôt sur la partie aval, c'est du restocking, et qui concernait essentiellement les deux derniers ouvrages, ici. Et la population anguille, mis à part qu'elle soit en déclin, on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc le timeline du projet, il y a eu une première phase réalisée par Profiche pour Luminus sur le diagnostic, déjà, qu'est-ce qu'on connaît, anguille, saumon, les voies de dévalaison, les périodes de dévalaison. Derrière, on a vraiment travaillé sur l'introduction de l'état de référence. On a listé et tenté d'utiliser les meilleures solutions qui nous semblaient à l'époque, et ensuite les tester sur le terrain et les déployer de manière opérationnelle sur site, pour derrière avoir vraiment un suivi à l'échelle de la Meuse, donc à l'échelle de 6 ouvrages, d'une centaine de kilomètres, savoir comment on va gérer ces 6 ouvrages et comment on va les équiper pour respecter les impositions. Donc la phase 1 sur le diagnostic, donc ça s'est fait à partir de télémétrie acoustique. Donc comme je vous le disais, sur 3 échelles, à l'échelle du site, on a déjà vu l'exemple auparavant, c'est ça, regardez au niveau d'un site quelles sont les voies de passage, les passages par les turbines, les évacuateurs de crue, comment se fait la dynamique de dévalaison pour savoir le taux d'échappement, en gros, c'est ça qu'on cherche à savoir. L'échelle du bief, qu'est-ce qui se passe entre les usines, où là on avait quand même des suspicions de pertes en tout cas, en particulier pour l'anguille, prédation, pêche, arrêt de la migration. Et à l'échelle du sous-bassin, le sous-bassin Meuse, l'ensemble, là c'est une vue simplifiée, je ne vous ai pas détaillé ça, mais qui représente les 6 ouvrages, tac, 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 donc Grand Malade, Andenne, Amsain, Ivo-Ramée, Montsaint et Lix. Et vous avez donc les 2 entrants qu'on a considérés, la Meigne et l'Ourthe, et un sortant. Alors le canal Albert, qui est un truc un peu spécial, on y reviendra dessus par la suite, parce que c'est un canal qui est obligé d'être alimenté pour alimenter les ports d'Anvers, donc qui peut créer des soucis, surtout quand on a des débits très très faibles en période de dévalaison des smolts, où il devient presque aussi important, voire des fois plus important que la Meuse. Et ensuite la sortie de Meuse. Vous avez ici la centrale nucléaire de Tihange, alors j'en parle très peu, mais qui pompe de l'eau et qui pourra entraîner les poissons dans les systèmes de filtration. Alors j'en parlerai pas là, on a parlé aussi on a lancé des choses, c'est tout Namur qui fait ça sur l'état sanitaire des poissons, donc là on a très peu de résultats, donc là je ne présenterai pas, ça arrivera par la suite. Donc sur l'état de référence, donc c'est basé sur la télémétrie qui a été réalisée par Profiche en 2017. On a là, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un seuil de migration 0. On était quand même dans une année avec
un printemps très très sec, des débits très très faibles. Et en fait, c'est pas trop l'hydroélectricité qui a causé les problèmes, c'est surtout les individus non passants. Et on a beaucoup d'individus qui sont arrêtés, qui ne sont pas passés ou qui sont partis par le canal Albert sans continuer à dévaler. Donc ils venaient plutôt de l'Ourthe. Et ils sont, soit ils sont arrêtés, ils sont perdus, ils sont arrêtés, perdus, plus de débit, plus de vitesse, soit ils passent par le canal Albert, et donc on n'a quasiment aucun individu qui vient là. Bon, c'était une année certainement particulière. En tout cas, ça nous a permis, on s'est mis d'accord en se disant, on va concentrer nos efforts sur la partie aval, donc confluence Meuse et Ourthe, pardon, avec l'usine de Montsaint et du canal Albert. Sur l'Anguille, on est tombé sur une année plus intéressante. C'est ce qu'a montré Niels tout à l'heure, les données sur lesquelles il s'est appuyé pour la donnée de la Meuse, avec un impact des usines hydroélectriques de l'ordre de 18, 20, une vingtaine de pourcents, mais un franchissement barrage et des pertes dans les biefs qui est presque d'immeuble de grandeur à 16%, ce qui est important. On a un succès de migration là, pour cette année de 65%, avec un pic de 80%. Et on a pu identifier comme 2 usines où on avait beaucoup d'échappements, plus de 90% d'échappements. Donc c'est pour ça qu'on a concentré nos efforts sur ces 4 usines, Grand Malade, Ampsin, Yves-Ramet et Montsaint. Donc nos solutions qu'on a explorées sont de 3 ordres. Là, vous avez vu la première ce matin, donc je vais aller vite avec celle de Nice, donc l'optimisation de turbinage. La seconde, c'est très classique, exutoire de dévalaison, comment guider les poissons vers des endroits de passage plus safe. Et puis un guidage comportemental. Là, l'objectif étant d'augmenter l'efficacité de ce genre de choses et de ceci aussi. Donc là, j'y reviens pas. C'est ce qu'a développé Nice, qu'il a présenté déjà ce matin. Donc effectivement, on vient vraiment de se dire comment j'intègre la survie des anguilles par rapport aux connaissances que j'ai sur leur rythme de dévalaison et leur voie de passage pour optimiser au mieux ma production, tout en respectant un taux de survie. Et on a fait à peu près la même chose. Alors ça, c'est une collaboration avec l'Université de Liège et Michael Ovidio sur l'Ourthe. Donc il y a un piège d'avalaison qui est fait. Donc vous avez en gris les piégeages. Et en rouge, le modèle qu'on a développé avec Niels, là, le modèle de dévalaison saumon. Alors, on ne va peut-être pas faire d'arrêt de turbinage pour le saumon, c'est peut-être pas trop sur quoi on est parti, mais l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable de détecter le début de la migration et la fin de la migration? C'est-à-dire à quel moment il faut qu'on mette des mesures de gestion et essayer de réduire cette fenêtre temporelle la plus petite possible, en tout cas pour nous, tout en sauvegardant le maximum de poissons. Donc, on est pareil sur un modèle finalement très opérationnel, parce qu'on va parler de photopériode, de degrés-jours cumulés depuis le solstice d'hiver, avec les captures, et du débit. Donc des choses qui sont tout à fait accessibles et facilement mises en place. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, l'objectif étant d'aller vraiment chercher début et fin de période, de façon, ça c'est le nombre de jours d'arrêt, et là le début et la fin de la période en bleu au début et en rouge en fin, pour vraiment se caler et lancer nos systèmes nos mesures de préservation de l'espèce. Donc ça, c'était quelque chose de très important. C'est quelque chose, en tout cas, on était très ravis de ce modèle-là, parce que il marche plutôt bien, même très bien, et ça nous permet d'avoir des perspectives assez intéressantes. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop réussi à faire ce genre de choses. Au niveau des exutoires de dévalaison, donc là, ça cible uniquement le saumon. Donc ça, c'est l'Université de Liège qui a fait ça. Donc on est parti sur ce très, très classique, les CFD pour la modélisation numérique. D'ailleurs, on s'est basé aussi des résultats de télémétrie pour voir un petit peu où les poissons s'accumulaient. On a donc designé un exutoire de dévalaison sur un modèle physique, fait des tests d'entraînement. Et derrière, l'originalité qui a été testée, c'est de regarder un peu l'attractivité de l'exutoire de dévalaison sur les smolts, avec des smolts en bassin. Donc ça, c'était fait. Ça a montré des choses vis-à-vis des grilles, effectivement, qu'on connaissait un peu, que ce serait plus intéressant d'avoir les grilles, non pas à l'entrée de l'exutoire, mais plutôt un peu plus loin. C'est ce que vous avez là, voilà, pas de grille, les mettre plus loin. Le souci, c'est que, Profi en parlera mieux que moi, mais le exutoire est devenu quasiment inopérationnel au bout de très peu de temps, plein de débris. Et donc, les grilles sont, pour ce cas-là de la Meuse, en tout cas, bien nécessaires. Vous voyez ici les petites choses dont je vais parler là, c'est la barrière comportementale électrique. Donc, on est parti sur la barrière Neptune, qui est une barrière développée par Procom en Pologne. Qui est une barrière électrique. Voilà, on a 2 configurations. Donc ça, c'est le site. Ici, vous avez les turbines ici, la Meuse qui est là avec le barrage. Ici, un masque. Et donc, l'exutoire de saumon est ici. On a mis une première barrière, on a testé la barrière pour les smolts en la mettant ici, la barrière pour l'anguille en la mettant ici, en envoyant les poissons plutôt vers le barrage. Donc, au niveau des tests in situ, donc ça a été fait de la même chose. Donc, on a parti sur la même techno donc en télémétrie acoustique pour les anguilles en 2019, pour les smolts en 2021. Sur les barrages Grand Malade, André et Yves-Ramet. Vous voyez ici
le test avec la barrière électrique pour les anguilles ici, et essayer de détecter les poissons là-bas. Donc voilà, pour ce site-là, donc Grand Malade, avec ici la barrière électrique. Vous voyez que, alors on s'est limité à regarder, enfin c'est les résultats de Damien, à regarder uniquement quand le débit turbiné était supérieur au débit ou égal au débit barrage, donc on n'a pas de déversement. Donc les conditions les plus négatives pour l'anguille. Et on voit, on a 87, presque 90% des poissons qui vont passer par l'usine, et très peu de poissons finalement qui passent par le barrage. Par contre, la mise en place de la barrière électrique, alors pour ces débits-là, permet de diviser par 2 presque ce nombre de poissons qui va passer dans les turbines. Donc c'est plutôt intéressant, plutôt encourageant. Alors c'est pas du 100%. Par contre, ça amène quand même un aplanissement de cette courbe-là et qui permet d'augmenter sensiblement, et en particulier dans les débits les plus défavorables à l'anguille. Donc par exemple en début de crue, quand l'usine est à fond et qu'on n'a pas encore ouvert les vannes, on pourrait là gagner un peu et peut-être gagner nous du turbinage et gagner de la survie anguilleuse. Ça c'est l'application du modèle de Niels. Alors il marche plutôt bien si on se base sur les dates, c'est-à-dire qu'on détecte 80% des passages télémétrie avec le modèle. Par contre, la plage horaire, donc 18h, 6h, nous permet de choper que 50% des poissons. Donc là, il faudra certainement modifier ça. Alors comme on le disait, est-ce qu'il faudra étaler dans la journée suivante? Est-ce qu'il faudra ou élargir uniquement la nuit? Voilà, c'est à voir. On a entre 20 et 30% des poissons qui passent pendant la journée. Donc est-ce qu'il faudra aussi rajouter peut-être pour ce cas-là un critère de turbidité qui serait peut-être intéressant en se disant, voilà, on a une turbidité, il faut qu'on continue. Malheureusement, c'est du théorique parce qu'on n'a pas pu le mettre en place réellement. Pour plusieurs raisons, mais en particulier, c'est l'histoire de coordination. Contrairement à chez nous, l'exploitant hydroélectrique ne gère pas le barrage. Donc quand on arrête les turbines, il faut prévenir l'exploitant du barrage qui doit gérer. Donc ça n'a pas été bon. Ce sera fait à terme. Voilà, donc pour conclure par rapport à ces tests in situ, on a une barrière électrique qui marche, voilà, qui nous donne qui est plutôt positive et qui nous donne des espoirs de se dire ça peut marcher, surtout qu'au niveau opérationnel, finalement, l'exploitant s'est pas trop plaint. Ça a plutôt bien marché. On n'a pas eu de problème avec des gros embats qui sont venus, casser les anodes et compagnie. Un modèle de dévalaison qui marche bien. Maintenant, il faut qu'on peaufine cette histoire de plage. On a testé un rideau à bulles, je ne vous l'ai pas présenté. Bon, c'était un peu une cata, donc on oublie et on ne mettra pas ça en marche. Pour les smolts maintenant, on est parti, comme je vous le présentais, donc sur cette histoire de dévalaison ici. Là, vous avez le positionnement de la barrière. Il a été testé aussi sur 2 autres ouvrages, des ouvertures de lames au niveau du barrage. Donc on a testé des lames de 50 cm, 80 cm et 20 cm à l'X pour voir un peu ce que ça donnait. Donc je vais essayer de faire vite. Alors ça n'est pas 100% normal parce qu'il y a des poissons qui sont indéterminés, on ne sait pas par où ils sont passés. Donc vous inquiétez pas. Mais voilà, en 2017, la solution de référence, sans rien mettre, on a 37% des poissons qui passent par les turbines. 2021, avec le bypass, on commence à avoir une baisse, on passe 36-24%, mais surtout on a près de la moitié des passages qui ont été détectés, des individus, qui passent soit par le barrage, soit par l'exutoire. Donc l'exutoire amène quand même une efficacité assez intéressante. Par contre, la barrière électrique, on voit là tout de suite qu'on n'a pas un effet, en tout cas on ne gagne pas grand-chose, voire on perd. On a sûrement un effet négatif de la barrière dû à un voltage trop fort, une répulsion d'attraction, ou des poissons tout simplement qui tétanisent et qui partent en dérive dans les turbines. En tout cas, l'étude comportementale est en cours. Aujourd'hui, on n'a pas de conclusion, mais je pense qu'on n'ira pas vers ce genre de solution pour les smolts en tout cas. Alors là, je suis désolé, j'ai inversé, c'est l'inverse, on-off. Peu importe, on va garder surtout les parties vertes, où on voit que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a beaucoup de poissons qui se présentent devant le bypass, mais finalement, dû à la présence d'objets flottants, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est un peu moins utilisé. Il y a beaucoup de poissons qui vont traîner devant, mais qui ne passent pas, qui hésitent à franchir. Mais en gros, on voit qu'en dessous de 24 heures et au-delà de 24 heures, on a autour d'une 50% d'efficacité de ce bypass. Les lames d'eau, donc j'en termine avec ça par rapport aux résultats, on arrive à des efficacités de l'ordre de 50-60% de passage par la lame d'eau, en ouvrant donc une vanne du barrage avec différentes hauteurs. Donc. Alors on est meilleur à 90%, à 90 cm, parce que forcément on a plus d'eau qui passe, avec plus d'attractivité. Mais voilà, on a des efficacités presque comparables à ce qui est fait avec l'exutoire. Et si on regarde effectivement ce qui a été fait sur l'X, où il y a une ouverture de 20 à 30 cm, on a une efficacité du même ordre de grandeur qu'un exutoire qui a coûté assez cher et qui a été compliqué à fabriquer.
Donc là, on a encore beaucoup d'analyses comportementales grâce à la télémétrie acoustique qui sont en cours sur les smolts. Je vous dis, c'est terminé là en 2021. Donc les résultats vont venir. Donc maintenant, on en est là, à la phase 4, qu'on va implémenter en 2022. On a commencé à lister, pour chaque ouvrage, les solutions qui nous semblent les plus prometteuses. Donc des barrières électriques. Bon là, on avait super à 90%, on fera a priori rien. Barrières électriques plus les turbine management, enfin optimisation de turbinage. Là, je vais venir juste après sur une nouvelle turbine. Et pour les smolts, alors le bypass, il est installé, même si on compte surtout agir sur les 2 derniers sites, Mont-Saint et Lix, avec des déversements en barrage, sûrement les ouvertures de lames d'eau, et voir si on fait un bypass ou des déversements en barrage, avec toujours prévu en réduisant la fenêtre de dévalaison des smolts. Donc ça, c'est en cours de discussion. Ça va être testé entre 2022 et 2023. Le fin du projet étant en 2023, et il a quasiment été prolongé de presque 2 ans. Donc voilà, je voulais en venir à ces conclusions. Ce qu'on peut dire, si je commence par celle du dessous, on a quand même un projet aujourd'hui qui a permis de tester à échelle 1 des mesures et dispositifs pour protéger les anguilles et les smolts en dévalaison sur une section de rivière équipée de plusieurs ouvrages. Donc on commence à proposer un mix de solutions. On espère qu'il devrait nous permettre de respecter les objectifs qui étaient imposés. Une chose qu'on a pu mettre en évidence, c'est aussi qu'on a quand même un impact significatif du franchissement des barrages par les anguilles, qui est considéré la plupart du temps comme complètement safe. Et là, quand même, on a une perte qui n'est pas négligeable. Et il faudra peut-être regarder si on arrive à trouver des mesures ou des formes ou des tapis de réception qui nous permettraient d'avoir une fish-friendly dam. Voilà. Donc, forcément, tout ça sera partagé. C'est un projet européen. Et on espère qu'en 2022-2023, on arrivera avec un protocole et des dispositifs qui devraient fonctionner. Voilà, on voulait faire cette petite parenthèse parce que ça, c'est une chose qu'a lancé Luminus qui est en parallèle du projet. Donc, ils ont remplacé une des turbines Kaplan de l'usine de Montsint avec une turbine qui est dite éco-durable, donc pas fish-friendly parce qu'elle ne serait pas 0% de mortalité, mais éco-durable. Donc, on espère réduire sensiblement la mortalité sur les individus en dévalaison. Donc, on doit la tester. Alors, depuis 2 ans, alors entre le Covid et les débits, on a du mal. Mais on espère faire ça, on voulait faire ça au mois de novembre, là ce ne sera pas possible, donc on espère faire ça janvier-février, si les débits sont là. Donc ce sera du balloon tag, comme ce qui a été réalisé à Beaucaire sur le Rhône ou sur le Rhin. Voilà, pour les 2 espèces, donc anguille et saumon. Donc ça permettra aussi de compléter les solutions mises en place et de se dire, finalement, je vais continuer à turbiner parce que j'ai une mortalité bien plus faible au niveau de mes turbines et ça me permet de pouvoir turbiner plus longtemps. Je voulais juste faire un tout petit focus là-dessus, j'ai 2 minutes, sur un autre projet qui était fait, mais comme c'est dans la région, c'est bien. Donc c'est un projet FEDER financé par la région PACA. Donc c'est la société Océan qui est leader là-dessus. On a développé un compteur à poissons dédié aux exutoires de dévalaison avec des fortes vitesses. Donc on se base sur un dispositif acoustique, vous voyez ici, là, c'est un U en fait, de ce type-là, qui va envoyer un rideau d'ondes acoustiques. Et dès qu'un objet passe à travers, on a une détection. D'ailleurs, on a un traitement algorithmique qui nous permet de détecter si c'est un poisson, une feuille, une branche. On n'a pas de détection sur les espèces. Par contre, on a des idées. On peut avoir sur la vitesse, on peut avoir des idées sur la taille, mais on ne fait pas de différenciation des espèces. Bon, on l'a mis en place sur la Roya. Malheureusement, c'est 4 jours avant la crue de 2019. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'il est là après la crue, il a tenu. Il n'est pas parti. Il fonctionne encore. Donc on doit aujourd'hui, le prototype est là, il va être installé sûrement sur d'autres sites, et on a ajouté en plus un caméra, et ça c'était pour pas expérimental, une caméra infrarouge et un éclairage infrarouge. Donc voilà, le petit test qu'on a pu faire pendant 4 jours avec des lâchers de poissons truites de pisciculture là, devant l'exutoire, on arrive à 88% de bonne détection. Par contre, ça demande sur la partie acoustique, je ne parle pas de la caméra, là on a quelques images de l'infrarouge qui passe à côté, mais au niveau de l'acoustique, on a quasiment pas d'entretien, mis à part une sortie de l'appareil tous les ans peut-être, tous les 6 mois. Décomptage automatique, sans aucune intervention. On peut compter jusqu'à 4 mètres secondes, donc des individus qui passeraient très vite. On ne différencie pas les espèces. On n'est pas impacté ni par turbidité, enfin très peu, ni la lumière. Par contre, on est très sensible aux bulles, et ça c'est le gros souci de l'acoustique. Voilà, je voulais juste faire ce petit focus, que aujourd'hui le proto il est prêt. Nous, je pense qu'il va peut-être être installé en Belgique sur la Meuse, on verra en fonction des exutoires comment ça va se passer, mais il est capable d'être mobilisé sur d'autres sites. Voilà, donc je vous remercie à l'ensemble des partenaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé quand même à tous ces projets, et puis l'invitation et votre attention. C'était la fin. Merci.